Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous. Aujourd'hui, je suis ravi de vous parler d'une découverte incroyable qui pourrait changer notre compréhension de l'origine de l'eau. Sur notre planète et même sur la Lune. Pour la première fois, des scientifiques ont trouvé de l'eau extraterrestre à l'intérieur d'une météorite. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment cette eau pourrait être liée aux astéroïdes et comment elle pourrait expliquer la présence d'eau sur la Terre et la Lune. Restez avec moi pour plonger dans ce fascinant sujet qui nous rapproche un peu plus des mystères de l'univers. La météorite Winchcombe, tombée sur Terre en février 2021, contient une fraction notable d'eau. La composition de cette eau est très similaire à celle de l'eau terrestre. Cette météorite est ainsi une précieuse source d'informations sur les origines de l'eau qui compose les mers de la planète bleue. Pour la première fois, de l'eau extraterrestre a été trouvée dans une météorite. La chondrite carbonée en question, nommée Winchcombe, a heurté une route dans la ville du même nom, dans le Gloucestershire, en Angleterre, le 28 février 2021. Une météorite d'un type rare remontant à la formation du système solaire. Les chondrites carbonées, aussi appelées chondrites de type C, sont des météorites relativement rares, ne représentant que 4,6% des chutes. L'observation de la chute de la météorite Winchcombe et la récupération rapide de ces fragments au sol sont donc remarquables et importantes pour nos connaissances. Le 28 février 2021, la météorite Winchcombe a été vue entrant dans l'atmosphère terrestre au-dessus du Gloucestershire, en Angleterre. La UK Firball Alliance, dirigée par le Musée d'Histoire Naturelle de Londres qui dispose de 6 réseaux de caméras et des caméras de surveillance privées installées dans les maisons de particuliers ont tout enregistré des images du brillant météore. En outre, plus de 1000 témoins oculaires au Royaume-Uni et dans d'autres parties de l'Europe du Nord ont rapporté l'avoir vue. Et un bang sonique fut audible à proximité. Ces observations ont permis de reconstituer sa trajectoire. Un appel public avait alors été lancé pour retrouver des fragments de la météorite. Selon The Telegraph, la famille Wilcox a découvert les morceaux initiaux de la météorite et le mois suivant, les chasseurs de météorites ont découvert d'autres morceaux. Le 17 mai 2021, ces fragments furent exposés au Musée d'Histoire Naturelle de Londres. Un fragment de la météorite qui traverse le ciel du Royaume-Uni le 28 février 2021. Il pèse environ 4 grammes. Natural History Museum, un témoin de l'origine de l'eau terrestre. Winchcombe est une météorite vieille de 4,6 milliards d'années provenant de la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. L'une des grandes questions que nous nous posons en planétologie est d'où vient l'eau sur Terre. L'un des endroits évidents est soit les comètes qui contiennent des tonnes et des tonnes de glace, soit les astéroïdes, explique Ashley King, chercheur au sein du groupe des matériaux planétaires au Musée d'Histoire Naturelle de Londres. La découverte de la météorite a été présentée par le planétologue lors du British Science Festival, le festival scientifique le plus ancien d'Europe, qui se déplace chaque année en un lieu différent du Royaume-Uni. Selon King, l'eau représentait 12% de l'échantillon et, en tant que spécimen le moins contamine collecte, il fournit une mine d'informations. Notamment sur les origines de l'eau qui compose les mers de notre planète. Des chercheurs ont mis la main sur les restes d'une météorite rare dans la campagne du Royaume-Uni. Natural History Museum, la composition de cette eau est très similaire à la composition de l'eau des océans de la Terre, a déclaré Ashley King lors du festival. La météorite, dont les fragments connus font au total environ 600 grammes, a été retrouvée en environ 12 heures, ce qui l'a empêché d'être contaminée par des minéraux et de l'eau terrestre. Nous essayons toujours de faire correspondre la composition de l'eau des météorites et des autres matériaux extraterrestres à la composition de l'eau sur la Terre, a déclaré le Dr King. Pour la plupart des météorites, le défi que nous avons est qu'elles sont simplement contaminées, alors qu'avec Winchcombe, nous savons qu'elle n'a vraiment pas été contaminée, donc c'est une bonne preuve. Ces météorites pourraient être à l'origine de l'eau sur Terre. Article des Emma Hollen, publié le 28 août 2020. L'origine de l'eau sur Terre est un sujet aussi débattu que les réponses y sont rares. Néanmoins, une nouvelle étude menée par le CNRS révélait que l'eau aurait pu se trouver sur notre planète depuis son plus jeune âge, arrivée à sa surface à dos d'eau de météorites. L'origine de l'eau sur Terre fait depuis longtemps l'objet de débats agités. Les planétologues suggèrent que le précieux liquide serait arrivé sur notre planète à dose de comètes ou d'astéroïdes, portant tous deux des cristaux de glace. Par le passé,
Des études basées sur les données collectées par Rosetta et Fila avançaient que tout au plus 10% de l'eau terrestre aurait des origines cométaires. Néanmoins, un nouvel article, paru dans la revue Science, nous apprend aujourd'hui qu'une classe de météorites que nous présumions dépourvue de toute eau aurait en réalité apporté suffisamment des hydrogènes sur Terre pour remplir 3 fois les océans. D'où vient l'eau sur Terre? Si l'on en croit les prédictions basées sur ce que nous connaissons du système solaire, expliquent les chercheurs. La Terre devrait être sèche. Il suffit pourtant de regarder autour de soi pour constater que la planète bleue mérite bien son nom. En cela, la Terre semble faire exception parmi nos autres voisines arides. Néanmoins, des voyageuses cosmiques répondant au nom de chondrites à enstatite, EC, formées dans la nébuleuse Kiadon. Naissance au système solaire, pourrait avoir largement participé à la formation de ces océans. Sahara 97096, l'un des 13 météorites étudiés. Christine Fieny, lauréate Piani des météorites à l'abri de tout soupçon, jusqu'à aujourd'hui. On estime que les EC constituent à peine 2% des météorites tombant sur Terre. Ces minéraux rares sont aussi considérés comme les objets les plus secs du système solaire, avec une composition chimique n'admettant que 0,01% d'eau. Une telle caractéristique aurait donc dû les exclure de la liste des suspects. Si plusieurs scientifiques avaient déjà suggéré que les EC contiendraient suffisamment d'hydrogène pour avoir alimenté notre jeune Terre en eau, la mesure de cet élément au sein des météorites ne s'est pas révélée tâche aisée. Néanmoins, dans leur nouvelle étude, Laurette Piani et son équipe sont parvenus à mesurer le pourcentage d'hydrogène et son ratio. Avec le deutérium pour 13 EC, révélant que ces dernières contenaient bien plus d'hydrogène que l'on ne l'avait jusqu'à présent envisagé. À l'aide de simulations, les chercheurs sont parvenus à démontrer que les EC auraient pu délivrer suffisamment d'hydrogène à la proto Terre pour remplir l'équivalent de ces océans actuels, multiplie par 3. Le ratio deutérium ou hydrogène calcul semble, quant à lui, en adéquation avec la composition du manteau terrestre. Renforçant cette hypothèse. Origine de l'eau sur Terre, la moitié pourrait venir d'astéroïdes. Article de Laurent Sacco, publie le 2 mai 2019 une étude des échantillons de l'astéroïde Itokawa rapporte sur Terre. En 2010, par la sonde Hayabusa montre que les astéroïdes de type S sont plus riches en eau que prévu. Ils pourraient même avoir contribué à la moitié de l'eau des océans de notre planète. L'humanité cherche ses connexions avec le cosmos depuis des millénaires. Dans cette quête qui l'a amené à étudier l'évolution du Big Bang au vivant, l'origine de l'eau des océans de la planète bleue occupe sans doute une place toute particulière. Plusieurs théories ont été envisagées et des rebondissements à leur sujet sont fréquents depuis quelques décennies. L'un des derniers provient des travaux de 2 cosmochimistes de l'Université de l'Arizona et il est exposé dans un article publié dans Science Advance. Il concerne l'analyse des échantillons prélevés par la sonde Hayabusa en 2005 à la surface de l'astéroïde Itokawa. Ils ont été rapportés sur Terre en 2010 par la sonde japonaise, en quelque sorte en prélude à sa sœur, Hayabusa 2, dont on a suivi récemment les succès avec l'astéroïde Ryugu. Métrier Bose et son collègue Ziliangine ont entrepris de faire ce qu'ils n'auraient pas dû faire en toute logique, c'est-à-dire chercher des traces d'eau, ce que l'on fait généralement sous forme de molécules H2 ou seulement OH dans des minéraux. Dans quelques-uns des plus de 1500 grains ramenés par Hayabusa. Pour cela, ils ont employé un outil bien connu des microbiologistes, géologues et cosmochimistes, un spectromètre. De masse appelé nanoscale, secondary ion mass spectromété, nano-SIMS. Les échantillons étudiés par Gine et Bose proviennent de la région appelée mer des Muses, c'est la zone lisse située au centre d'Itokawa sur cette image. Japan Aerospace Exploration Agency, JAXA, les astéroïdes est-ce plus riches en eau que prévu? Pourquoi n'aurait-il pas dû entreprendre cette recherche? Tout simplement parce que les analyses spectrales de la surface d'astéroïdes comme Itokawa ont conduit à les rapprocher de certaines météorites rocheuses silicatées que l'on connaît sur Terre et qui sont surtout très pauvres en eau. Ces astéroïdes sont donc dits de type S, pour stone en anglais ou encore silicate, et au regard des modèles de la formation initiale de ces objets dans le disque protoplanétaire autour du Soleil, il y a environ 4,5 milliards d'années, il se serait formé à une distance comprise entre 1/3 et 3 fois le rayon de l'orbite terrestre. C'est à dire en des cas de l'orbite de Jupiter et surtout de ce que l'on nomme la ligne de glace, encore appelée ligne de neige. L'équipe de Hayabusa a d'ailleurs été étonnée quand Bose et Gine ont annoncé qu'ils cherchaient des traces d'eau dans les pyroxènes. Pyroxène, plus fin qu'un cheveu, présent dans les 5 grains offerts à la sagacité des 2 cosmochimistes. Ces minéraux auraient dû être très pauvres en eau.
Ce n'était pas le cas et les chercheurs ont déterminé une valeur comprise entre 680 et 970 parties par million. En comparaison, la croûte terrestre contient de 15 000 à 20 000 ppm d'eau. C'est une véritable surprise à plus d'un titre. Itokawa possède 2 lobes principaux, et on sait que sa faible densité indique qu'il est une sorte de gros tas de cailloux. Cela signifie qu'il s'agit de 2 gros fragments agglomérés provenant d'un corps céleste plus gros qui a été fragmenté par un impact violent. Un tel événement a certainement dégagé beaucoup de chaleur, ce qui aurait dû faire partir une partie de l'eau du matériau. Matériau à partir duquel Itokawa s'efforme, il y a environ 8 millions d'années selon une estimation. Toutefois, comme Futura l'avait expliqué dans le précédent article ci-dessous, une partie de cette eau pouvait sans doute être recapturée par les débris de la collision. Les 2 particules d'Itokawa étudiées par Jin et Bose sont minuscules. À titre de comparaison, un cheveu humain a un diamètre de 100 à 500 microns. Z. Jin Dendem. Bose ASU, JAXA la signature isotopique du deutérium des océans terrestres. Les échantillons ramenés par Hayabusa provenaient probablement de l'intérieur du corps parent d'Itokawa et si l'on tient compte du fait que les astéroïdes de type S sont parmi les plus abondants dans la fameuse ceinture principale d'astéroïdes, on peut estimer la part de ces objets à l'apport de l'eau des océans sur Terre. Selon Bose et Jin, ce serait jusqu'à la moitié des océans sur Terre qui pourraient trouver son origine dans les astéroïdes de type S. On peut s'en convaincre d'autant plus en examinant le rapport d'abondance de 2 isotopes de l'hydrogène, plus précisément avec le deutérium. On trouve alors une signature isotopique qui est précisément celle des océans terrestres alors que ce n'est pas le cas avec bien des comètes. C'est bien évidemment une découverte importante si elle se confirme, et elle n'a été possible que parce que l'on est allé chercher in situ des échantillons, ce qui va renforcer les projets proposés pour examiner de près comètes et astéroïdes. Il n'est pas certain toutefois que l'eau trouvée ne soit pas une contamination due à l'atmosphère terrestre. Bien qu'élogieux pour le travail de ses collègues, Tomoki Nakamura, spécialiste en sciences planétaires de l'université Tohoku Sandé, au Japon, et qui dirige la première équipe étudiant les échantillons Hayabusa, incite donc à la prudence. L'eau de la Terre vient-elle des astéroïdes? Article de Laurent Sacco publié le 4 mai 2018. On simule la formation des cratères d'impact en laboratoire depuis les années 1960 grâce à lame verticale Gun Range. En tirant des projectiles de composition similaire aux astéroïdes riches en eau, des chercheurs viennent de montrer qu'une partie non négligeable de l'eau pouvait rester piégée dans les débris d'impact, éclairant l'origine de l'eau de la Terre. 2 planétologues états-uniens viennent d'apporter un nouvel élément dans le débat déjà rempli de rebondissements concernant l'origine de l'eau des océans sur Terre et indirectement sur la Lune. Les 2 questions sont liées du fait d'une origine commune de ces 2 astres, révélée par les missions Apollo et qui ont conduit à la fameuse hypothèse de la collision entre notre planète bleue et Theia. C'est un problème que l'on peut et que l'on a étudié par la géochimie et la cosmochimie. On a fait par exemple intervenir un processus de dégazage du manteau de la Terre par des volcans. Mais même si une telle hypothèse était exacte, elle laisse dans l'ombre l'origine de l'eau dans le manteau lui-même. On a supposé également que la Terre avait probablement perdu son eau d'origine lors de la collision avec Theia, qui avait conduit à la formation d'un ocean de magma, et donc à la perte dans l'espace de l'eau du fait des hautes températures atteintes. Un second apport, sous forme de météorite ou de comète, voire les 2 a donc été avance. On peut tenter d'y voir plus clair en se concentrant notamment sur les abondances des formes de traits, HDO et des 2O, de l'eau dans les petits corps du système solaire. L'oxyde de deutérium, D2O, est bien sûr chimiquement similaire à l'eau, H2O, mais comme ses atomes d'hydrogène sont des isotopes lourds, à savoir du deutérium dont le noyau contient un neutron en plus du proton présent. Dans chaque atome d'hydrogène, il va par exemple avoir tendance à moins se retrouver dans une phase vapeur de l'eau ou à s'échapper de l'attraction d'un corps, ce qui peut conduire à des signatures concernant son origine. Lame verticale Gun Range, AVGR, de la NASA permet de simuler en laboratoire les impacts planétaires de corps célestes. Il tire ici une bille d'aluminium dans un milieu granulaire. Dr Brendan Hermalin, YouTube les astrochimistes en sont conscients et c'est notamment pour cette raison qu'ils ont mesuré le rapport dégage pour les comètes et les astéroïdes. Dans le cas des océans terrestres, ils l'ont trouvé compris dans la gamme des rapports des H des astéroïdes situés entre Mars et Jupiter. Et de certaines comètes, mais pas de celles trouvées dans la comète 67P en Churyumov-Gerasimenko jusqu'à 30% de l'eau des astéroïdes est capturée par l'impact. L'article publié dans Science Advance par Peter Schultz, de l'Université Brown, et Eric Daly, de l'Université Johns Hopkins, va
aujourd'hui lui aussi dans le sens d'un apport d'eau en provenance des astéroïdes. Pour arriver à cette conclusion, les deux chercheurs se sont concentrés sur le problème de la quantité d'eau qui pouvait être apportée par une collision entre la jeune Terre, en formation ou non, et un astéroïde de plus ou moins grande taille. Lors de la collision, l'énergie libérée doit faire fondre la matière du corps céleste et même conduire à son évaporation. Donc là aussi, a priori, à une perte d'eau dans l'espace si la vapeur est assez chaude. Pour en avoir le cœur net, les deux chercheurs ont utilisé un Vertical Gun Range qui a été construit dans les années 1960 à l'occasion du projet Apollo. Ce canon permet de tirer des billes de Pyrex dans une chambre sous vide dans un échantillon de sol sans se permettre de reproduire. Par exemple, ce qui se passe sur la Lune lors d'un impact est donc d'étudier la formation des cratères. Daly et Schultz commencent par fabriquer des billes ayant une composition voisine de celle des fonderies carbonées riches en eau, issues des astéroïdes. Ces billes ont ensuite été tirées à des vitesses d'environ 5 km par seconde sur un matériau sec en poudre de ponce-ponce. Les chercheurs ont ensuite analysé les débris produits par l'impact avec une armada d'outils analytiques à la recherche de signes de l'eau pouvant y être piégée. Ils ont découvert qu'aux vitesses et aux angles d'impact réalistes, jusqu'à 30% de l'eau contenue dans les billes se retrouvait piégée dans les débris après l'impact. Les géologues planétaires pensent en avoir compris la raison. L'eau se vaporiserait bien lors de l'impact, mais elle serait en partie recapturée, paradoxalement, par une partie de la matière fondue générée par l'impact dans la colonne de débris produite. Une partie de l'eau de la Terre et de la Lune pourrait donc bien avoir été apportée par des astéroïdes lorsqu'elle était très jeune. L'eau de la Lune et de la Terre viendrait des astéroïdes. Article de Laurent Sacco, publié le 11 juin 2016. L'eau interne de la Terre semble avoir la même origine que celle de la Lune. Des récentes analyses indiquent que, pour notre satellite, elle provient majoritairement non pas des comètes mais d'astéroïdes dont le contenu est similaire à celui de certaines fonderies carbonées, des météorites. L'eau est à la source de la vie sur Terre et c'est sans doute pourquoi, dans notre quête de nos origines et pour savoir comment elle univers et passe du Big Bang au vivant, nous cherchons d'où provient celle de nos océans. Nous l'avons cherché dans les échantillons de roches lunaires rapportés par le programme Apollo, dans les météorites tombées sur Terre et dont certaines proviennent de la ceinture d'astéroïdes et enfin dans la comète Chury examinée par Rosetta. Une véritable cosmochimie s'est développée en parallèle de la géochimie afin de nourrir des modèles cosmogoniques de la naissance de la Terre et finalement du système solaire. Malheureusement, sur notre planète, les archives géologiques lointaines ont été largement détruites, ou pour le moins, leurs messages considérablement brouillent. Les plus vieilles roches terrestres découvertes rescapées des mouvements de la tectonique des plaques ont environ 4 milliards d'années, alors que la Terre est née il y a 4,56 milliards d'années environ. Au final, un débat fait rage pour savoir si l'eau sur Terre provient d'un dégazage volcanique de son manteau pendant Eladine. Adine, des comètes ou du bombardement des micrométéorites par exemple. Ce schéma résumait les diverses sources d'eau apportées à la Lune lorsqu'elle était encore partiellement fondue, région rouge-orange. Et que sa croûte primordiale se formait, région grise-blanche à la surface. L'analyse des échantillons lunaires suggère que des astéroïdes similaires aux météorites carbonées riches en eau de type CI, CME, CO ont pu être les principaux pourvoyeurs d'eau. Les météorites carbonées de type CI et CM contiennent 10 à 20% d'eau. Les comètes contiennent bien plus d'eau, peut-être jusqu'à 50% en masse, mais elles auraient contribué pour moins de 20% à la réserve d'eau lunaire. Ainsi, CNRS, LPI, David Akring, la Lune a acquis son eau au cours de ces 200 premiers millions d'années. Ces dernières années, les travaux des chercheurs ont suggéré que l'eau de la Terre et de la Lune était de la même origine. Comme les archives lunaires sont mieux conservées que celles de la Terre, une équipe internationale, comprenant de chercheurs de tel Institut de minéralogie, de physique des matériaux et de cosmochimie, CNRS, UPMC, IRD et du Muséum national d'histoire naturelle Muséum national d'histoire naturelle, les a étudiés de plus près. Les cosmochimistes exposent dans un article de Nature Communication une vision plus précise des diverses sources de l'eau de la Lune. Et donc, probablement, de celle de la Terre. La leçon principale qu'ils en ont tirée, qui n'est pas vraiment nouvelle, est que la majeure partie de l'eau lunaire, et donc probablement aussi de la Terre, provient des astéroïdes riches en eau et pas des comètes. Cette conclusion découle des analyses comparées des abondances des isotopes d'hydrogène et des azote-azote, plus exactement des rapports D et 15N, 14N mesurent dans les échantillons lunaires, dans les météorites de type fonderie carbonée provenant des astéroïdes et dans des matériaux cométaires.
Le rapport quinzaine et quatorzaine dans les comètes apparaît bien plus élevé que dans la majorité des chondrites carbonées et que le rapport des H dans la majorité des comètes est de 2 à 3 fois plus élevé que celui de l'eau des océans sur Terre. Ces valeurs conduisent à la conclusion que les comètes n'ont pas fourni plus de 20% environ de l'eau de la Lune. Une autre conclusion est que l'essentiel du stock d'eau de la Lune s'est constitué alors que l'océan magmatique de notre satellite était en cours de refroidissement. Cette hypothèse est nécessaire pour expliquer les abondances des échantillons lunaires prélevés à différents endroits car les mouvements de convection-convection dans cet océan ont homogénéisé cette réserve d'eau. Comme les modèles de la formation de la Lune impliquent que cet océan magmatique était en place entre 10 et 200 millions d'années. Après la naissance de la Lune, cela implique qu'elle a acquis son eau pendant cette période. En conclusion, la découverte d'eau extraterrestre à l'intérieur d'une météorite marque une avancée majeure dans notre compréhension de l'origine de l'eau sur Terre et sur la Lune. Cette recherche nous rapproche de la réponse à une question fondamentale. D'où vient l'eau qui a façonné notre planète et ses voisines? Les astéroïdes, en tant que porteurs d'eau, pourraient jouer un rôle clé dans cette histoire. Ces découvertes ouvrent de nouvelles perspectives sur la formation de notre système solaire et sur la possibilité de vie ailleurs dans l'univers. Restez curieux et continuez à explorer les mystères de l'espace.